Merci à tous de nous rejoindre dans l'édition de l'information de ce jeudi sur A12 Télévision. Voici les titres du journal. Plus de 16 000 morts, c'est le bilan encore provisoire du tremblement de terre survenu ce lundi en Turquie et en Syrie. Dans la ville sinistrée de Nurdagi en Turquie, les populations sont au désarroi. Des avions de chasse, voilà ce que Volodymyr Zelensky est allé demander ce mercredi à Paris. C'était lors d'un entretien avec ses homologues français et allemands. Et en Côte d'Ivoire, l'ex-chancelière allemande Angela Merkel s'est vue décerner le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. La cérémonie s'est déroulée ce mercredi dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro. Ce mercredi, le bilan provisoire du séisme qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie avoisinait les 12 000 morts. Ce jeudi, l'on parle d'au moins 16 000 personnes tuées dans le tremblement de terre. Je vous emmène à Nurdagi, dans le sud de la Turquie, où les familles désespérées n'attendent plus que de récupérer les dépouilles de leurs proches ensevelis sous les décombres. D'heure en heure, le bilan des tremblements de terre en Syrie et en Turquie continue de s'alourdir. Ce mercredi, il avoisinait les 12 000 morts. Plus de 9 000 en Turquie et près de 2 700 en Syrie. 2 jours après la catastrophe, le mauvais temps et le froid glacial compliquent la tâche des secouristes. Les chances de survie s'amenuisent à mesure que le temps passe. Les 72 premières heures sont cruciales et chaque minute compte. Parmi les nombreuses villes dévastées, Nurdagi à seulement 10 km de l'épicentre. Serhan est arrivé à l'endroit où vivaient ses grands-parents et ses cousins. Après 3 jours dans les rues, Samet ne croit pas non plus qu'il reverra un jour sa tante et son cousin. Aunt of my cousin are still under the buildings and we don't have hope because, you know, if we could find them last night, okay, there were some hope, but now, because the weather is too cold. Le sinistre balai des bulldozers est incessant. Изключително опасно е движението в града по всичките улици в момента. Ces mères avec leurs enfants vivent dans la rue depuis lundi matin. Elles n'ont que quelques couvertures. Pratiquement chacune de ces femmes doit faire face à la perte d'un membre de sa famille. Face à l'ampleur du désastre, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu dans les régions sinistrées. Il y a reconnu des lacunes dans la gestion des risques sismiques. Reportage. C'est un bilan funeste qui ne cesse d'augmenter. Les secouristes ont dégagé plus de 12 800 corps sans vie des bâtiments détruits par les séismes qui ont ravagé le sud de la Turquie lundi matin. Dans le chaos et la tristesse, des critiques émergent peu à peu, notamment vis-à-vis du pouvoir. En visite dans l'une des provinces les plus touchées, le président Recep Tayyip Erdogan a reconnu des lacunes. Elbette eksikler var. Şartlar çok açık, net, ortada. Böylesine büyük bir felakete hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. À Antakya, près de la frontière syrienne, secouristes et rescapés se relaient dans le froid et la nuit pour retrouver des proches encore vivants, emprisonnés sous les décombres. طلعنا اثنين ولسه في اثنين من ساعات عم بسمع انين ما حدا بيستجيب بدنا فرقه بدنا مناشده انا بناشد العالم كلياته اي فريق دفاع مدني اي منظمه دوليه انا بناشد امه محمد انا بناشد الدنيا كلها تساعدنا نطلع على الاطفال. Chaque sauvetage réussi leur redonne espoir, comme ce bébé de quelques semaines qui a été sauvé après avoir passé 68 heures sous les décombres. Ce séisme de magnitude 7,8, considéré comme le plus meurtrier de ces 10 dernières années, a fait déjà près de 16 000 morts en Turquie et en Syrie.
Officiellement, l'enquête est terminée, mais ce jeudi, la procureure générale de la Haye, Digna Van Bolt-Zeller, a relevé de fortes indications de l'implication personnelle du président russe Vladimir Poutine dans la destruction du vol MH17 de la Malaysia Airlines le 17 juillet 2014 au-dessus de l'Ukraine, ceci sur la base d'un appel téléphonique intercepté. Vladimir Poutine a-t-il décidé en personne de fournir aux séparatistes pro-russes le missile qui a abattu l'avion du vol Malaysia Airlines au-dessus de l'Ukraine en 2014 ? Les indices s'accumulent et les enquêteurs en sont de plus en plus certains. L'équipe internationale d'investigation conjointe a diffusé ce mercredi à La Haye un appel téléphonique intercepté entre un chef séparatiste et un conseiller présidentiel russe qui insinue que le maître du Kremlin a supervisé personnellement l'opération. There are strong indications that a decision was made at presidential level by President Putin to supply the DPR with the Buk Taylor or, in any event, a heavier air defense system. Malgré ces révélations, l'équipe internationale d'investigation conjointe a annoncé mettre fin à l'enquête car toutes les pistes ont été épuisées. Vladimir Poutine bénéficie quant à lui de l'immunité présidentielle, rendant toute tentative de poursuite impossible. L'annonce intervient près de 3 mois après la condamnation par contumace des 3 seuls suspects, un Ukrainien et 2 Russes soupçonnés d'être impliqués dans l'attaque et le transport du missile, à la réclusion à perpétuité. Sur le conflit qui se déroule en Ukraine, le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky était ce mercredi à Paris où il a rencontré ses homologues français et allemands. Des avions de chasse, voilà la demande qu'a formulée le dirigeant ukrainien inquiet face aux avancées russes sur le front est de son territoire. En visite à Paris, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les alliés de l'Ukraine à livrer des avions de combat au plus tôt. Mercredi soir, le dirigeant ukrainien a participé à un dîner à l'Élysée avec le président Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Paris et Berlin ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine, mais les 2 dirigeants ont temporisé sur la question des avions. Все очевидно, чим раніше Україна зможе отримати потужну зброю, далекобійну, Еммануеле, чим раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки. Олафе, чим міцніше буде наша коаліція танкова. Я вам вдячний за те, що ви почали цей шлях, і тим швидше закінчиться ця агресія Росії. І ми повернемо Європі впевнений мир. Quelques heures plus tôt, le dirigeant ukrainien avait également réclamé des avions au Premier ministre britannique Rishi Sunak. Mais le Royaume-Uni se montre réticent, estimant qu'il s'agit d'une solution à long terme et qu'il faudrait des années pour former les pilotes. Dans le cadre de sa tournée européenne, Volodymyr Zelensky sera ce jeudi à Bruxelles pour participer à un sommet de l'Union européenne. Hier encore, l'on estimait à 3 le nombre de civils tués dans l'attaque mardi soir d'un convoi de la MONUSCO dans l'est de la République démocratique du Congo. Les derniers chiffres situent le nombre de pertes en vies humaines à au moins 8 victimes. Au moins 3 personnes ont été tuées mardi soir lors de l'attaque d'un convoi de l'ONU dans l'est de la République démocratique du Congo. La mission des Nations Unies dans le pays, la MONUSCO, a déclaré dans un communiqué qu'elle déplorait les morts lors de l'attaque survenue au nord de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. La note indique également que les victimes sont mortes alors que les casques bleus accompagnés de soldats congolais tentaient de protéger le convoi. Une enquête conjointe avec les autorités congolaises permettra de déterminer les circonstances de ces décès regrettables, a précisé la même source. Les rebelles opérant dans l'est du pays ont récemment conquis de larges pans de territoire, suscitant la colère de la population contre les Nations Unies et la force régionale d'Afrique de l'Est, accusée d'inefficacité face aux groupes armés. En Iran, l'armée de l'air s'est livrée ce mardi à une véritable démonstration de force en dévoilant une base aérienne bâtie à plusieurs centaines de mètres sous terre. Le pays serait donc prêt à faire face à tout type d'attaque ennemie. C'est un reportage de la télévision israélienne I24. Des pistes aériennes, des avions de chasse et des bombardiers. Tout cela à des centaines de mètres sous les montagnes. Voici une base aérienne cachée de l'armée de l'air iranienne dont elle a dévoilé l'existence ce mardi.
Les premières images de la base Orab 44, en persan Aigle 44, ont été publiées ce mardi par des médias iraniens à la veille de la journée nationale de l'armée de l'air dans le pays. Selon Téhéran, l'objectif de cette base est de servir de point de départ des avions iraniens si le pays venait à être attaqué. Si un État ou un endroit de la région ou de n'importe où dans le monde est utilisé comme base pour attaquer l'Iran, autre que le régime sioniste pour lequel nous sommes déjà préparés, cette base fera l'objet d'une lourde attaque. En plus de sa base, l'armée iranienne a dévoilé pour la première fois des missiles longue portée ASEF équipés sur des avions de chasse de fabrication russe Sukhoi Su-24. Ce missile a été conçu afin de maintenir nos avions loin des radars de l'ennemi. Les têtes de ces missiles ont une puissance explosive très élevée qui peut détruire des fortifications lourdes. La base souterraine sera aussi équipée de drones militaires. En mai dernier, les autorités iraniennes avaient justement dévoilé l'existence d'une autre base aérienne souterraine spécialisée dans les drones. Finissons le travail. Le chef de l'État américain Joe Biden a eu de cesse de le marteler ce mardi lors de son discours sur l'état de la nation qu'il prononçait devant le Congrès. Certes, l'ambiance était quelque peu électrique avec des invectives d'élus républicains, mais le successeur de Donald Trump en a profité pour réitérer ses intentions pour le reste de son mandat. Son intervention aura duré 1 heure et s'est soldée par une standing ovation. Le président américain aura jeté les bases de sa campagne en vue de l'élection de 2024. À plusieurs reprises, il martèle « Finissons le travail ». Devant le Congrès américain, celui-ci tente de rassurer le public. À en croire Joe Biden, les États-Unis sont en meilleure position que n'importe quel pays dans le monde pour relancer leur économie. Asseyons-nous ensemble et discutons de nos projets communs. Faisons cela. Je peux vous dire que le programme que je vais vous présenter va réduire le déficit de 2000 milliards de dollars supplémentaires. Et il ne réduira pas du tout Medicare ou Social Security. En fait, nous allons prolonger le fonds fiduciaire de Medicare d'au moins 2 décennies. Nous n'augmenterons pas les impôts de ceux qui gagnent moins de 400 000 $, mais nous les paierons, comme nous l'avons dit ce soir, en nous assurant que les riches et les grandes entreprises payent leur juste part. Cette première proposition lui aura valu d'être acclamée par son parti, mais huée par les républicains. Elle a raison, dans une Amérique en proie à une inflation élevée, l'opposition est contre un relèvement du plafond de la dette, ce qui plongerait la première économie mondiale en défaut de paiement. Autre fer de lance de Joe Biden, l'interdiction des fusils d'assaut, un type d'arme en vente libre particulièrement létale utilisée dans des récentes tueries qui ont choqué l'opinion publique. Interdisez les fusils d'assaut maintenant, interdisez-les maintenant une bonne fois pour toutes. J'ai mené le combat pour faire cela en 1994. Les 10 années que cette interdiction a été loi, les fusillades meurtrières ont diminué. Après que l'administration républicaine l'a laissé expirer, les fusillades meurtrières ont triplé. Finissons le travail et interdisons ces fusils d'assaut. Présents dans la salle, les parents de Tyre Nichols, jeune homme noir décédé à Memphis le mois dernier. Bien sûr, le droit à l'avortement a lui aussi tenu une part importante de son discours. Le président américain s'oppose à toute interdiction fédérale de ce droit, remis en cause dans de nombreux États américains depuis son dynamitage par la Cour suprême en 2022. Enfin, Joe Biden a aussi vanté son rôle dans l'aide occidentale face à l'invasion russe en Russie. Illustration de son soutien à Kiev, il a invité les parlementaires à ovationner l'ambassadrice ukrainienne présente dans la salle. Direction Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne où se tenait ce mercredi la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Pour l'édition 2022, c'est l'ex-chancelière allemande Angela Merkel qui s'est vue décerner cette distinction. Le jury l'a récompensée pour l'accueil par son gouvernement de plus d'1 million de réfugiés originaires de Syrie, d'Afghanistan ou encore d'Irak entre 2015 et 2016. L'ancienne chancelière allemande Angela Merkel a reçu mercredi le prix de la paix de l'UNESCO à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Le prix baptisé du nom de l'ancien président ivoirien Félix Houphouët-Boigny a été décerné en reconnaissance du leadership de Merkel dans l'acceptation des réfugiés dans son pays lorsqu'elle était chancelière.
2015 et 2016, Mme Merkel, qui a dirigé l'Allemagne pendant 16 ans, avait accueilli plus d'1,2 million de réfugiés et de demandeurs d'asile au plus fort de la crise des migrants, alimentée notamment par la guerre en Syrie. La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a déclaré que Mme Merkel avait fait preuve de courage dans sa prise de décision. Parmi les anciens lauréats du prix créé en 1989, citons Nelson Mandela, Yasser Arafat, Isaac Rabin, Lula da Silva et François Hollande. La militante congolaise des droits de l'homme, Julienne Lusenga, a également reçu une mention d'honneur du jury pour son engagement en faveur des femmes. On part au Rwanda où le taux de croissance pour l'année 2023 devrait connaître un léger repli par rapport à 2022, selon le ministre rwandais de l'économie, Uziel Ndagijimana, qui intervenait devant le Parlement ce mercredi. La croissance qui devrait être de 6,2% en 2023 repartira à la hausse dès 2024 pour s'établir à 7,5%. La croissance de l'économie rwandaise devrait se replier légèrement en 2023 à 6,2% contre 6,8% enregistré par Kigali en 2022. C'est le ministre des Finances, Uziel Ndagijimana, qui a présenté ces chiffres au Parlement mercredi. Il a également précisé que les estimations pour les prochaines années étaient au beau fixe. L'État d'Afrique de l'Est devrait enregistrer une croissance de 7,5% en 2024 et en 2025. Le ministre a annoncé l'augmentation des dépenses globales du gouvernement durant l'exercice fiscal 2022-2023. Selon la Banque mondiale, la croissance de l'économie rwandaise s'est établie en moyenne à 7,2% au cours de la dernière décennie, quand le PIB par habitant progressait de 5%. L'actualité, c'est aussi ce déplacement du roi d'Espagne Felipe VI en Angola. Ce mercredi, le monarque et son hôte, le chef de l'État angolais João Lourenço, ont procédé à la signature de plusieurs accords bilatéraux. On fait le point avec la rédaction d'Africa News. Le président angolais João Lourenço s'est entretenu mardi avec le roi d'Espagne Felipe VI. Au deuxième jour de la visite d'État du couple royal espagnol à Luanda, les souverains étaient reçus au palais présidentiel. João Lourenço a relevé le caractère inédit de la visite, insistant sur la consolidation des liens bilatéraux. C'est la première visite de Sa Majesté dans un pays africain qui se situe au sud du Sahara, ce qui montre l'attachement que nous portons aux relations diplomatiques, économiques, commerciales, culturelles et scientifiques de nos pays. João Lourenço a décerné au roi Felipe VI et à la reine la plus haute distinction de l'État angolais. Au cours de la cérémonie, le monarque a également décoré le président angolais et la première dame. Felipe VI a insisté sur le rôle stratégique de l'Angola. L'Espagne a besoin de partenaires capables, crédibles et déterminés, avec qui, et sur une base de confiance mutuelle, elle pourra davantage être présente dans la région et au bénéfice de tous. Dans cette optique, l'Angola est un pays prioritaire pour l'Espagne. L'Angola et l'Espagne ont conclu 3 accords portant sur la formation des diplomates, la coopération dans le domaine de l'industrie et les sports, alors que Madrid assurera la présidence du Conseil de l'UE au second semestre de l'année. Enfin, c'est un record inédit que vient de battre la star du basket américain LeBron James. Le joueur des Lakers de Los Angeles a pulvérisé hier mercredi le record de points marqués en NBA à 38 390 points contre 38 387 points pour Kareem Abdul-Jabbar, le précédent recordman. Regardez. LeBron James, roi des marqueurs de la NBA, le numéro 23 des Los Angeles Lakers, est devenu mardi le meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue américaine de basketball avec 38 390 points, pulvérisant ainsi le record du légendaire Kareem Abdul-Jabbar, 38 387 points, qui tenait depuis 1984. La superstar de 38 ans a cependant le triomphe modeste. Vous savez, pour moi personnellement, c'est juste un honneur d'être nommé parmi les grands, de figurer parmi les grands qui ont pratiqué ce sport avant moi, ainsi que ceux qui sont encore en activité. Il y aura d'autres grands joueurs quand j'aurai raccroché. C'est un sentiment surréaliste. Moi et mes proches, nous parlons tout le temps de comment nous avions l'habitude de regarder ces gars et comment nous les comparions ou pensions jouer avec eux. On évoluait dans les jardins ou autres et maintenant, nous sommes ici avec eux.
Son exploit a été salué notamment par le président américain. Mais combien de temps tiendra-t-il? Difficile de répondre à la question. Ce qui est sûr, LeBron peut placer la barre encore très haut. Il a annoncé mardi vouloir prolonger sa carrière de 2 années supplémentaires. C'est donc ici que s'achève l'édition de l'information de ce jeudi sur A12 Télévision. Merci de votre attention. Vous serez demain vendredi en compagnie de Stéphanie Parra. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.